Ligne droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour à tous. Crise agricole, migratoire, économique, la France est prise dans un tourbillon de crises. La réponse est-elle dans un retour à sa souveraineté face à une Union européenne qui l'empêche d'agir? Alors c'est le sujet de notre grand entretien avec Philippe Murer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Ligne droite. Vous êtes économiste souverainiste, nos auditeurs vous connaissent. Vous êtes le cofondateur du mouvement politique citoyen et auteur de ces 2 livres, Comment réaliser la transition écologique et sortir du capitalisme du désastre. Tous les 2 donc aux éditions Jean-Cyril Godefroy, ainsi que d'une note de la Fondation Respublica sur les scénarios de sortie de l'euro. Vous avez donc cofondé l'an dernier, Philippe Murer, ce mouvement politique citoyen. On se souvient du mouvement des citoyens, puis mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement. Est-ce qu'il s'inscrit dans la même lignée ? Non, il est beaucoup plus ferme. En plus, moi, je suis un souverainiste, mais je défends aussi l'identité. Je défends la souveraineté et l'identité qui, pour moi, sont les 2 faces de la même médaille. Donc ça, c'est fondamental. C'est plutôt le fait que le paysage politique est complètement bloqué, avec des grands partis en fait qui n'ont ni courage ni projet pour le pays, et des partis souverainistes qui, à force de ne pas vouloir s'unir, s'annihilent dans une forme d'impuissance. Donc c'est pour ça que j'ai cofondé avec Olivier Piacentini et Laurent Héninger le mouvement politique citoyen, qui est un mouvement qui défend la souveraineté, mais aussi l'arrêt des flux d'immigration, et où nous voulons rassembler toutes les personnalités souverainistes pour peser. Aujourd'hui, seul le peuple, face à un paysage politique complètement bloqué, peut tout chambouler et permettre de redresser le pays à terme. Alors, vous avez mentionné à l'instant justement les autres mouvements souverainistes déjà existants. On pense bien sûr aux Patriotes de Philippot, à celui de Georges Kuzmanovic, à l'UPR de François Asselineau par exemple. Le but, c'est justement d'unir ces mouvements pour ensemble être plus forts, parce qu'on se pose la question du coup de l'utilité d'un nouveau mouvement face à tous ces mouvements déjà existants. Alors, la réponse est très simple, c'est que pendant 5 ans, j'ai essayé d'unir tous les mouvements souverainistes dans un parti commun. Je n'y ai réussi que pour l'alliance de Dupont-Aignan et de Philippot pour la présidentielle. C'est chez moi qu'il y a eu un déjeuner avec Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, Asselineau ayant refusé, et on a réussi à faire l'union avec Asselineau, avec Philippot, Dupont-Aignan et Génération Frexit. Maintenant, au bout de 5 ans, ces alliances pour les élections sont totalement insuffisantes. Au bout de 5 ans d'avoir essayé de les unir dans un parti commun, moi, j'ai jeté l'éponge. J'ai l'impression de ne pas y arriver. S'ils voulaient s'unir, s'il y avait enfin quelqu'un qui réussissait à les unir dans un parti commun, moi, j'applaudis des 2 mains et on fait voter le mouvement pour les rejoindre, évidemment. Mais en attendant, on va réunir les gens à l'intérieur. On a réuni des enseignants souverainistes connus comme Véronique Bouzou, Aude Denisot, qui ont écrit des livres qui passent sur les radios alternatives. On a réuni aussi dans la commission police qui aura lieu ce soir pour régler le problème de l'insécurité en France, trouver des solutions, des anciens policiers ou gendarmes tout à fait connus qui nous rejoignent dans le parti. Et donc, nous voulons réunir les gens parce qu'un parti, ce n'est pas des partis unipersonnels avec François Asselineau qui est tout seul, Florian Philippot, qui est son numéro 2, pareil pour Dupont-Aignan, c'est un collectif, c'est un groupe. Si on veut refonder le collectif qu'est la France, notre communauté nationale, il faut d'abord être capable de faire des petits collectifs où les gens décident à plusieurs de l'avenir de notre pays. En récupérant, donc on le comprend bien, le meilleur chez chacun des différents acteurs, c'est ça. Donc les experts, la société civile, les policiers, des enseignants, pour ensemble travailler, c'est ça, une feuille de route pour la France ? Exactement. La première étape de la fusée, en fait, c'est de faire un petit livre au programme de 50 pages pour sortir de la résignation et dire sur l'insécurité, c'est quoi nos propositions en quelques pages. La première chose, évidemment, qui vient à l'esprit, c'est des solutions simples, doubler le nombre de places de prison, par exemple, pour arrêter le laxisme judiciaire. Pareil pour l'enseignement. Comment on redresse l'enseignement? Comment on sort de la crise économique? Comment on arrête les flux d'immigration en France? Comment on refait de la France une puissance de paix, une puissance d'équilibre en Europe? Et comment on sort évidemment de l'Union européenne, puisque c'est un des problèmes majeurs, c'est un des sujets d'ailleurs de votre émission. Évidemment, on va en parler. Alors vous pointez, Philippe Murer, un triple effondrement pour la France, donc économique, social et civilisationnel. Justement, l'Assemblée nationale débat en ce moment des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025. Quel a été votre regard justement sur ces budgets proposés par le gouvernement ?
Le regard, c'est qu'on est dans une comédie politique, puisque déjà le gouvernement dit qu'il va baisser les dépenses publiques. Or, quand vous regardez les projets qui sont envoyés, c'est une hausse de 0,4% des dépenses publiques en volume. Mm. Donc, on est dans des tristes mensonges. Les Français vont être abattus par des taxes et des impôts en plus pour combler le déficit. Le problème, c'est qu'on est dans une impasse économique absolument totale, puisqu'on a à la fois aucune croissance en France et un budget en déficit complet. Donc, on est vraiment dans une impasse extrêmement grave. Mais il faut bien comprendre, et ça c'est important de le comprendre, que si vous pensez que nous avons un gouvernement complètement nul depuis des années, c'est ce que pensent les Français, qui rejettent complètement Macron, c'est le même cas aille dans les autres pays européens. Et en fait, la croissance est complètement effondrée. Elle est encore plus faible en Allemagne, elle est extrêmement faible en Italie, en Espagne et dans tous les pays européens. En fait, l'Europe et l'Occident ont un problème majeur de crise économique, sociale, même aux États-Unis, mais aussi un problème de risque d'effondrement de la civilisation. Ça se passe partout en Occident en même temps. Et alors, le principal problème face à ça, enfin en tout cas plutôt la racine du mal, pour vous, ce serait justement cette Union européenne, et pour sortir de l'impasse, ce que vous appelez donc cette impasse évidemment économique, la solution serait justement d'en sortir. Alors, il n'y a pas d'autre solution parce que l'Union européenne, évidemment, vote absolument, définit les programmes économiques. C'est elle qui définit la politique commerciale. Par exemple, le traité de libre-échange avec le Mercosur, Oui. qui va être prochainement signé, c'est un vrai risque et qui va détruire un peu plus notre élevage et nos agriculteurs. C'est eux qui définissent la politique commerciale qui a mis en ruine l'industrie française, mais aussi l'industrie allemande, italienne et espagnole. Mm. C'est eux qui définissent la politique monétaire. Donc, la monnaie, le niveau du taux de change et tout ce qui va avec. Donc, c'est l'Union européenne qui définit toutes ces politiques et l'échec des économies européennes est évidemment dû à la politique de l'Union européenne. Elle définit tout. Et d'ailleurs, Mario Draghi a fait un rapport sur demande de l'Union européenne extrêmement négatif, puisqu'il dit à la fin de son rapport, bah, soit on change tout, soit l'Europe va rentrer dans une longue agonie économique. Voilà, donc évidemment que les solutions ne se trouvent pas dans l'Union européenne, elles se trouvent dans une politique de patriotisme économique, de protectionnisme intelligent, ce qu'a fait Trump finalement aux États-Unis quand il était au pouvoir, et une politique où on met la France au centre de tout et le citoyen français au centre de tout, au niveau économique, mais aussi en général en fait. Parce que par exemple, si on prend le cas par exemple du Rassemblement national qui propose avec Jordan Bardella et Marine Le Pen une petite mesure, bien sûr parmi tant d'autres, mais par exemple la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Il n'y a pas besoin d'Union européenne ou de pas d'Union européenne pour supprimer cette TVA. Pour le coup, on pourrait très bien commencer à le faire, commencer à agir pour notre économie. Est-ce que vous pensez que c'est possible effectivement de commencer à agir de toute façon à notre échelle en étant dans l'Union européenne? Alors, évidemment, on peut, alors, au moment des déficits publics très élevés, baisser les impôts, évidemment, c'est encore plus de déficits publics, malheureusement. Mm. Faire un cadeau de 5 milliards d'euros qui serait bienvenu pour les classes populaires et moyennes en baissant la TVA sur les produits de première nécessité, on peut le faire. Mais une fois que vous avez passé ce stade-là, qui est une petite aide aux classes populaires et moyennes et qui serait bienvenue, bah, vous n'avez pas de solution pour recréer de la richesse. Mm. Le problème, c'est qu'on ne crée plus de richesse au niveau agricole, plus de richesse au niveau de la production de biens et de la production de l'industrie. Et la clé, elle est là. Si on veut reprendre la main et remettre sur le destin de la France et remettre de la croissance, remettre de la création de richesse, eh bien, évidemment, c'est hors de l'Union européenne parce que tout le reste est interdit. Patriotisme économique, protectionnisme intelligent, État stratège, tout ce qu'il nous faudrait, les politiques gaullistes qu'il nous faut, est impossible dans l'Union européenne. Alors ce week-end, le parti souverainiste et anti-atlantiste Rêve georgien a gagné haut la main les élections législatives en Géorgie. On en parlera plus longuement dans une émission après. Mais une semaine plus tôt, le vote en Moldavie d'une adhésion à l'Union européenne était extrêmement mitigé. Donc le vote en faveur de l'adhésion est passé, on le rappelle, à moins de 1%, et sensiblement grâce à sa diaspora. Est-ce que ces résultats, donc en Moldavie comme en Géorgie, sont l'illustration pour vous, Philippe Meurer, justement, que l'Union européenne, contre toute attente, ne séduit plus? Oui, il y a de cela, il y a des risques effectivement, et notamment la Moldavie et la Géorgie. La Moldavie, c'est un pays qui est près de l'Ukraine. La Géorgie, c'est un pays qui est encore plus loin, qui est sur le début du continent asiatique. On voit que l'Union européenne veut s'étendre très très loin. Le problème, c'est que ces pays ont vu ce qui s'est passé pour l'Ukraine. Ce sont des pays qui sont partagés entre un sentiment d'attachement à la culture orthodoxe et russe
et des pays qui sont une partie du pays qui est intéressée par l'Union européenne. Et ces pays sont écartelés, mais ils ne veulent pas finir comme l'Ukraine, écartelée au point où ça finit en guerre. Malheureusement, on voit que les populations sont divisées, mais l'Union européenne attire peu. La Moldavie, le référendum sur l'Union européenne a été gagné d'extrême justesse avec les voix des Moldaves de l'étranger principalement. Et en Géorgie, eh bien, ça a été un non à l'Union européenne avec 54% pour le parti pro-russe contre 37% pour le parti pro-Union européenne. D'ailleurs, je trouve extrêmement inquiétant ce qui se passe là-bas, puisque on a la présidente d'origine française, hein, une ancienne du Quai d'Orsay, Zourabichvili, qui a dit que les élections ont été complètement truquées par une opération spéciale russe, que c'était comme une entrée de la Russie sur le territoire géorgien. Et elle appelle à des manifestations. Donc on voit qu'il se reproduit un mécanisme comme ce qui s'est passé en Ukraine avec la place Maïdan, extrêmement inquiétant, d'écartèlement de la population et potentiellement de guerre à terme. J'espère qu'on n'arrivera pas là, que tout le monde sera assez sage pour éviter cela, parce que franchement, ces pays ne sont pas vraiment des pays européens, occidentaux. Autant en faire des États tampons, faire en sorte qu'ils soient partagés entre une influence russe et européenne classique, pour éviter la guerre, parce que c'est quand même l'intérêt de tous les Européens. Parce que quel est le risque aujourd'hui? C'est que justement les institutions européennes poussent peut-être à ce sentiment anti-russe et favorisent peut-être l'émergence de graves manifestations et donc de troubles justement dans ces pays de l'Est. C'est un petit peu ça, c'est l'Union européenne alliée avec les États-Unis, parce qu'on sait que, par exemple, en Ukraine, c'était une révolution de couleur qui a eu lieu, qui a mis à bas, qui a renversé le dirigeant de l'époque Yanukovych en 2014 pour mettre un dirigeant pro-occidental et pro-américain. Tout le risque est là d'attiser le feu entre ceux qui sont plutôt pro-russes, ceux qui sont plutôt pro-européens, et avec des pays qui sont écartelés et qui se retrouvent dans des situations extrêmement délicates. Alors, on va continuer de parler d'Europe, mais sous le prisme de l'immigration. Si vous le voulez bien, certains proposent donc de changer l'Europe de l'intérieur. Un sacré chantier, c'est vrai, et la vague bleu marine de juin dernier sur le continent européen pourrait peut-être donner raison à ce sursaut, à cette reprise en main. La semaine dernière, c'est le groupe Europe des nations souveraines au Parlement européen, donc le groupe de Sarah Knafo, qui a vu 2 de ses amendements anti-immigration adoptés grâce à une large coalition qui va des conservateurs de Meloni aux patriotes de Bardella. On voit d'une certaine manière les fruits d'une union des droites assez historique à l'Europe. Est-ce que vous partagez cette victoire européenne, de l'Europe en l'occurrence des nations souveraines, ce parti qui a permis justement l'adoption de ces 2 amendements anti-immigration? Alors, ce sont des amendements, tant mieux que ça aille dans le bon sens, mais vous savez, le véritable pouvoir, il est à la Commission européenne, il n'est pas au Parlement européen, qui n'a même pas le droit d'avoir le droit d'initiative. C'est-à-dire que le Parlement européen est un Parlement croupion, on paye 10 000 euros les eurodéputés là-bas, mais ils n'ont même pas le droit de proposer une loi. Ils ne peuvent que voter les lois qui sont proposées par la Commission européenne. Donc, on voit très bien que ça n'ira pas loin, ce qu'il faut bien voir. Et là, il faut être vraiment sérieux sur le sujet. Moi, je défends la souveraineté et l'identité. Les flux d'immigration en Europe, vous savez de combien ils ont augmenté depuis 2019 dans l'Union européenne en général? Ils ont doublé. On est à 7,5 millions, on était à 3,5 millions en 2019, on est à plus de 7 millions aujourd'hui en immigration légale. Et en immigration illégale, ils ont quadruplé. Donc, en fait, c'est une vaste blague de dire on peut arrêter les flux d'immigration en Europe. Les chiffres montrent le contraire. Et ils montrent le contraire dans tous les pays. Il n'y a que 2 pays qui arrivent à gérer une petite partie de l'immigration. C'est l'immigration illégale au Danemark parce qu'ils ont une opt-out et ils n'ont pas à suivre les règles européennes. Et en Hongrie, mais on sait combien ça coûte à Viktor Orban de s'opposer à l'Union européenne, sachant que la Hongrie, tenez-vous bien, et ça c'est les chiffres d'Eurostat, a plus d'immigration légale que la France. La Hongrie a une immigration extrêmement importante et j'ai des amis en Hongrie qui m'en parlent. Et ce n'est pas qu'une immigration européenne, c'est bien entendu une immigration aussi asiatique ou arabe africaine qui vient en Hongrie. Donc, on est si vous voulez, on a des politiciens en Europe qui sont tous d'énormes menteurs. Quand Olaf Scholz dit qu'il va arrêter pour des raisons électoralistes, parce qu'il est en train de se faire détruire aux élections régionales, dit qu'il va qu'il va arrêter les immigrants illégaux à la frontière. Vous savez combien il y a d'immigration illégale en Allemagne? 350 000 personnes par an. Donc, on est complètement désinformé par la sphère médiatique dominante.
il y a une immigration illégale démente. On n'arrêtera pas l'immigration sans revenir à des frontières nationales. Ça, l'Union européenne, il faut changer les traités pour sortir de Schengen. Ça, c'est impossible. Et toutes les lois européennes sur l'immigration nous empêchent de gérer notre politique au niveau national. Donc, en faisant preuve d'une certaine manière aussi d'une certaine fermeté et preuve d'autorité, on voit que la Hongrie peut, mine de rien, en tout cas, changer, enfin, faire respecter en tout cas ses frontières nationales. Ça peut donner espoir, en tout cas, de se dire qu'il y a une solution du côté de la fermeté. Par exemple, je pense à Bruno Retailleau qui a expliqué justement que si les règles étaient défaillantes, il fallait les changer. Je pense aussi à Michel Barnier qui, donc désormais Premier ministre, mais à l'époque, en 2021, était candidat à la primaire républicaine et puis il se positionnait en faveur donc d'un moratoire sur l'immigration, de l'arrêt total des flux. Et alors, il disait même qu'on pouvait, pour cela, se soustraire au traité européen en cas de besoin. Donc, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ce duo, justement, Barnier-Retailleau à la tête du pays? Absolument rien. Je pense que Retailleau est tout à fait. Il pense ce qu'il dit quand il dit qu'il veut arrêter ou réduire les flux d'immigration. Simplement, il se heurte au droit européen. Et il ne fera absolument rien, je vous le garantis. Tout comme Meloni en Italie. On peut en parler. C'est-à-dire que Retailleau, il vient de reconnaître pour la première fois qu'il y avait une directive qui s'appelle la directive retour qui empêche les États de renvoyer les clandestins. Ce n'est pas la seule barrière, mais c'est la première. La première fois que vous arrêtez un clandestin, vous n'avez pas le droit de le renvoyer de force. Vous devez le renvoyer de façon volontaire. Il faut l'attraper une deuxième fois. Et il a dit, je vais essayer de faire changer la directive retour. Je peux vous dire qu'il va avoir énormément de mal à le faire. Je pense que ça sera extrêmement compliqué et qu'il n'y arrivera pas comme on n'arrive jamais à réformer l'Union européenne dans ce sens-là. Donc, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et vous voyez, Giorgia Meloni, elle a fait une grande annonce en disant les migrants vont être une partie des migrants illégaux. 1 millier sera envoyé en Albanie pour instruire leur dossier, un peu comme on fait le Royaume-Uni avec le Rwanda. Eh bien, que se passe-t-il? La Cour de justice de l'Union européenne, donc l'étage le plus haut du droit européen, a interdit à Meloni cela en prenant une décision. Et que doit faire le gouvernement italien et la Cour constitutionnelle italienne? Ils sont obligés d'appliquer les règles de l'Union européenne. Parce que le droit européen prime sur le droit national. C'est écrit dans le traité de Lisbonne qu'on a ratifié. Donc, que se passe-t-il? Mélanie avait fait des grands effets d'annonce. Elle a été obligée de ramener tous les immigrants illégaux du sol albanais vers l'Italie. On voit que tout ça, c'est une politique d'agitation. Malheureusement, il mente à tous les citoyens qui veulent vraiment arrêter les flux d'immigration et ça ne porte absolument pas ses fruits. Meloni a une immigration illégale qui augmente et l'immigration légale qui augmente et l'immigration illégale, après avoir explosé, revient au niveau chez Meloni. Donc, il n'y a aucune réussite de ces acteurs. Il n'y a que des mots et ce n'est pas des paroles dont on a besoin, c'est d'actes forts. Alors justement, si on prend le cas du Royaume-Uni, ils ont tenté aussi, vous parliez du Rwanda, d'externaliser justement les demandes d'asile là-bas. Or, ils sont passés par un Brexit et pourtant ils sont soumis tout de même à si je me trompe pas, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a retoqué leur volonté d'externaliser les demandes d'asile. Comment ça s'explique alors? C'est-à-dire que si on sort de la machine, on retombe quand même avec les mêmes règles. C'est tout à fait exact ce que vous dites. Le problème, c'est que en fait, la Cour européenne des droits de l'homme, je veux dire, le Royaume-Uni peut en sortir d'un claquement de doigts. Ça, c'est extrêmement simple. Il suffit de dire, nous ne respectons plus des décisions des traités de la Cour européenne des droits de l'homme. Le Royaume-Uni devient complètement souverain sur ce point. Là, le problème, c'est que les Anglais sont sortis de l'Union européenne, mais ils ont mis à la place, finalement, le Premier ministre, c'était Rishi Sunak, quelqu'un de la City, immigrationniste et donc mondialiste. Donc, évidemment, ils ont fait des flux d'immigration importants. Ils n'ont pris aucune mesure. C'était hyper simple. Ils avaient le droit, de par la loi, ils avaient la majorité au Parlement, d'arrêter le regroupement familial, qui est une des plus grandes causes d'immigration. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait, j'ai entendu Zemmour, je suis d'accord avec lui, dire qu'il faut réduire considérablement l'arrivée d'étudiants étrangers en France. Il a parfaitement raison, parce que les étudiants étrangers coûtent extrêmement cher au système français alors qu'on n'a plus d'argent. Et deuxièmement, c'est une vaste filière d'immigration. Eh bien, les Anglais ne l'ont pas fait, alors qu'ils avaient le droit de le faire. Donc, si vous voulez, il faut s'affranchir bien sûr de l'Union européenne. Après, la C2H, c'est d'une simplicité, l'autre institution supranationale. Et à ce moment-là, vous pouvez appliquer les lois
évidemment, il faut que le gouvernement ait la volonté politique de le faire. Si vous avez un immigrationniste au pouvoir, il n'a certainement pas cette volonté politique et les flux d'immigration augmentent comme dans le reste de l'Europe. Oui, c'est très clair. Donc c'est vraiment encore une fois de la volonté. Toujours sur cette Union européenne, alors il y a le volet évidemment de l'agriculture qui nous intéresse puisque les mouvements de contestation refont surface. Les syndicats de la FNSEA, des jeunes agriculteurs appellent à de nouvelles manifestations à partir du 15 novembre prochain. Qu'est-ce qu'il faudrait pour répondre à leurs préoccupations, Philippe Maurer? Alors, le problème, c'est que l'Union européenne veut signer un nouveau traité avec le Mercosur, c'est-à-dire grosso modo une partie de l'Amérique du Sud, dont le Brésil. Le Brésil est un des producteurs, ils produisent un steak sur 5 sur la planète. Ils sont capables de produire de la viande à des coûts absolument imbattables, dans des conditions sanitaires absolument épouvantables. Et ce dont ont peur les agriculteurs, à juste titre, c'est qu'ils disent, si en plus de tous les traités de libre-échange, on rajoute celui avec le Brésil, ça va tuer les éleveurs français et faire rentrer une viande à bas prix, à coût imbattable, souvent sans étiquetage en France, et donc on va se retrouver pillé. En fait, on a les agriculteurs qui sont en train de mourir en France. Je le dis très sérieusement, nos agriculteurs sont en train de mourir. C'est-à-dire que il y avait 40% d'agriculteurs en février-mars, lors des premières manifestations, qui étaient en difficulté financière. Les syndicats disent maintenant qu'on a 60 à 70% des agriculteurs. Et tout cela parce que l'Union européenne a signé des traités de libre-échange avec le monde entier, que ça fait rentrer des importations à prix extrêmement bas, ça fait donc qui remplacent les produits français, qui font baisser les prix. Donc nos agriculteurs sont pris en tenaille, c'est-à-dire qu'ils ont les prix qui baissent, leur volume qui baisse, et ils sont en train de mourir. Et en plus de ça, l'Union européenne veut faire de l'écologie alors qu'elle les tabasse au niveau des prix et au niveau de leur marge. Donc il y a des normes écologiques extrêmement chères qui sont mises en place. Il y a des normes bureaucratiques et ils sont en concurrence déloyale. Donc baisse des revenus, hausse des charges, on se retrouve avec des agriculteurs complètement pris en tenaille et qui risquent la faillite, très clairement. Il faut absolument sauver nos agriculteurs, notre agriculture. C'est un des piliers de la France. Et là, il n'y a pas 10 000 solutions, hein. Il y a juste des solutions de court terme en restant dans l'Union européenne, c'est-à-dire leur faire des grands prêts à taux zéro pour les sauver, parce que sinon, et leur donner un peu d'oxygène, arrêter un moratoire sur les normes écologiques délirantes de l'Union européenne. On ne les applique plus temporairement. C'est difficile, mais il faut le faire. Et puis, bien sûr, des baisses des taxes sur l'énergie, notamment le gazole, et la sortie du marché européen de l'électricité pour diviser par deux les prix. Mais ça ne suffit pas parce qu'il restera toujours ce problème de produits agricoles étrangers qui rentrent en masse de plus en plus importante et qui baissent leur prix et leur volume. Et donc, pour sauver les agriculteurs, c'est la sortie de l'Union européenne qui est une absolue nécessité. On a aussi l'impression d'un cercle vicieux d'une certaine manière, puisque il semblerait qu'on ait perdu la notion aussi du juste prix, c'est-à-dire que les Français n'ont déjà plus les moyens ont tellement perdu en pouvoir d'achat qu'en tout cas acheter au juste prix des agriculteurs aujourd'hui, ça semble quasiment impossible. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, plus on appauvrit les Français, moins ils peuvent acheter de produits français. Et c'est là où on est dans une spirale exactement mortifère. Mais je signale quand même un deuxième point. Vous voyez, par exemple, dans des supermarchés parisiens, des produits qui sont achetés 50 centimes par les grandes surfaces aux agriculteurs et revendus 5 euros. Il y a un problème de marge délirante qui sont faites par toute une chaîne de grossistes. Moi, j'habite en Provence. Vous voyez, on a la chance d'avoir énormément de produits fabriqués sur place. Et comme il y a un petit Rungis local, on a les épiceries du coin qui vendent pas plus cher qu'à Carrefour avec des produits locaux. Je veux dire, on bénéficie de produits quand à Paris, on a des produits qui sont à 6 euros le kilo ou 8 euros le kilo, on est à 2-3 euros en Provence. Donc, on arrive dans des épiceries provençales parce qu'il y a en fait un petit Rungis local à avoir des produits pas chers, des circuits courts et pouvoir acheter aux paysans français. Donc ça, c'est un système vertueux. Et le problème, c'est que le système est devenu extrêmement nocif et les prix des produits agricoles sont moins chers pour les agriculteurs. On leur achète moins cher, mais on les revend toujours aussi cher aux Français. Il y a un problème majeur là-dessus. Oui. Alors l'accord sur le Mercosur dont on parlait tout à l'heure donc devrait être signé à la mi-novembre, vous l'avez dit. Et la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, donc Annie Genevard, s'est dit, je vais la citer, absolument hostile au projet d'accord avec le Mercosur. Elle évoquait notamment chez nos confrères de Sud Radio une souveraineté alimentaire clairement menacée. Alors cet alignement de la nouvelle ministre, c'est plutôt bon signe, Philippe Maurer. C'est bon signe, sauf que le problème, c'est que les traités de libre-échange se signent à la majorité des États. Donc, en fait, la majorité des États sont aujourd'hui pour le Mercosur,
contre l'intérêt de la France. Et donc la France, si la Commission européenne, et c'est ce qui semble se dessiner, veut passer en force et veut faire voter ce texte, eh bien la France sera minoritaire et le texte sera voté. Sauf si les agriculteurs mettent une énorme pression et les citoyens français. En fait, la France ne peut pas imposer de droit de veto à ce traité et c'est là où on Ah oui. voit cette perte de souveraineté. Ça tue nos agriculteurs, mais on ne peut rien faire parce que si vous voulez, c'est un peu technique, mais le traité, il va être décomposé en deux parties, commerce et une partie investissement par l'Union européenne, ce qui fera que la partie commerce sera votée à la majorité qualifiée. La France n'a plus de droit de veto et donc est très très mal. Elle ne peut même plus défendre ses agriculteurs. Vous voyez ce problème de perte de souveraineté dont je parlais récemment. Ouais, très bien. On a bien compris cette histoire de majorité qualifiée. Effectivement, c'est un vrai sujet. Vous avez raison de le souligner. Il nous reste 5 minutes, Philippe Murer. Est-ce que je peux vous poser une dernière question sur les élections américaines, donc l'actualité évidemment outre-Atlantique, puisque dans une semaine, voilà, Donald Trump ou Kamala Harris, l'un des deux sera élu 47e président des États-Unis. Est-ce qu'une victoire, notamment de Donald Trump, pourrait, selon vous, sauver la France du déclin, c'est-à-dire d'abord par sa position isolationniste et puis aussi par sa politique, bien sûr, opposée au wokisme, pour le coup, qui est véhiculée par Kamala Harris, et donc véhiculant la déconstruction d'une certaine manière. Alors, Trump, ça serait mieux que les démocrates, bien entendu. Hein, les républicains c'est une meilleure chose pour l'Europe et pour la France que les démocrates, mais ça ne va pas sauver la France, ni l'Europe. Hein. Ça sera une meilleure chose. C'est vrai que Trump a dit qu'il arrêterait la guerre en Ukraine, cette guerre qui se passe au cœur du continent européen et qui nous pose des problèmes majeurs, hein, de prix de l'énergie, mais et aussi de coûts, puisqu'on débourse des dizaines de milliards d'euros en France pour cela. Donc ça, c'est une excellente chose. Ceci dit, alors, ça ne nous sauvera pas, mais c'est vrai que le côté très positif, c'est que les démocrates, c'est le camp pro-guerre, pro-wokisme, pro-immigration, 10 millions d'immigrés par an en 4 ans sous Biden, c'est gigantesque. Et c'est aussi le plan pro-censure et totalitarisme, c'est-à-dire qu'eux veulent censurer à fond les réseaux sociaux, ils le Mmh. disent tous les jours. Alors que Trump, c'est le côté plus pacifique, plus isolationniste, vous avez raison, une acceptation plus ou moins marquée d'un monde multipolaire et surtout contre le wokisme, contre les flux d'immigration et surtout pour la liberté d'expression. Trump, il est avec Elon Musk et il défend la liberté d'expression, qui est la première des libertés qui vous permet de défendre toutes vos libertés. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et il y a quand même un peu d'espoir ces temps-ci, puisque les sondages sont en train d'aller de plus en plus vers Trump. Les sites de Paris montrent que Trump est de plus en plus gagnant et que Kamala Harris et les démocrates sont en panique. Ça, c'est une excellente nouvelle pour la France. Donc réponse évidemment d'ici une semaine. Il nous reste 2 minutes. Philippe Murer, je voulais vous poser une dernière question donc sur un sujet d'actualité. La Monnaie de Paris, donc bâtiment emblématique des bords de Seine dans le 6e arrondissement, va changer de visage. Alors si vous ne l'avez pas suivi, chers auditeurs, figurez-vous qu'Emmanuel Macron y a jeté son dévolu pour un grand projet culturel. La Maison des mondes africains devrait y élire domicile dans un esprit de réparation post-coloniale, donc voulu par le chef d'État. Philippe Murer, sacrifier la plus ancienne institution de France, est-ce que c'est un pas de plus vers la déconstruction ? Oui, tout à fait. La Macron qui veut effacer la culture française le montre de façon complètement dramatique en voulant effacer une des institutions les plus vieilles de France. Et alors, on voit bien, Macron, c'est la célébration des cultures du monde africain contre la célébration des cultures françaises, alors qu'il est français. Mmh. Donc, c'est vraiment dramatique ce qu'est en train de faire Macron, et c'est tout à fait emblématique des 7 ans de gouvernement Macron. C'est pathétique. Et rajoutons un point, ce que vous avez dit, c'est la repentance. Il faut arrêter la repentance. La France a une belle histoire, a une grande histoire, c'est plutôt un peuple qui a arrêté le premier l'esclavage, qui a certes colonisé, mais comme tous les autres peuples du monde, à une certaine époque. Donc, il faut arrêter la repentance, être fier à nouveau de nous, de l'histoire de notre pays. C'est quelque chose de fondamental pour faire nation. Donc, vraiment, ça, c'est aussi autre chose d'extrêmement inquiétant sur lequel on doit se battre. Plus de repentance. Donc c'est évidemment un des troisième critères de votre mouvement politique citoyen, à savoir la défense de la civilisation. On va finir sur ces mots, donc Philippe Murer. Merci encore. Je rappelle donc que vous êtes le cofondateur de ce mouvement politique citoyen, auteur de différents ouvrages, économiste souverainiste. Merci d'avoir répondu à nos questions pour ce grand entretien sur Ligne Droite et à très bientôt.